Nous recevons ce soir Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Bonsoir et merci d'être avec nous, Philippe Lazzarini, en direct de Genève. Alors cela fait maintenant plus d'un mois, depuis le 30 janvier, qu'Israël interdit les activités de votre agence, l'UNRWA, sur son territoire. D'abord, Philippe Lazzarini, quelles sont les conséquences de cette interdiction pour votre agence, pour son travail et pour les populations palestiniennes ? Oui, bonsoir. Tout d'abord, de dire que nos activités continuent malgré la mise en œuvre de ces lois. Il y a deux lois. Il y a une loi qui interdit en fait la présence et les activités de l'agence sur le territoire souverain d'Israël, ce qui signifie Jérusalem-Est occupée, et une deuxième loi qui empêche tout contact entre les autorités israéliennes et les représentants de l'UNRWA. Alors moi, j'ai toujours été clair. En tant qu'agence, nous allons rester et continuer de délivrer nos services. Et à ce jour, dans les territoires occupés, en Cisjordanie par exemple, toutes nos écoles restent ouvertes, tous nos centres de santé restent ouverts. Lorsqu'il s'agit de Gaza, depuis le cessez-le-feu, nous avons distribué de la nourriture à plus de 2 millions de personnes. On continue d'avoir environ 20 000 personnes qui viennent dans nos centres de santé au quotidien. Par contre, à Jérusalem-Est, la situation est un peu plus compliquée parce que nous sommes sous pression de la municipalité qui, elle, cherche à fermer nos écoles et nos centres de santé. Justement, Philippe Lazzarini, vous dites que l'UNRWA poursuit ses activités. Le 2 mars, Israël a décidé de couper l'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza en raison d'un désaccord avec le Hamas sur la façon de poursuivre la trêve conclue entre les deux parties. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a, malgré ce blocage d'Israël, il y a malgré tout un acheminement de l'aide humanitaire qui continue vers la bande de Gaza, ou il est à l'arrêt ? Non, il n'y a plus d'acheminement dans la bande de Gaza. Par contre, il y a eu beaucoup d'acheminement au cours des dernières semaines. En fait, depuis le jour du cessez-le-feu jusqu'au 2 mars, nous avons augmenté l'acheminement de l'assistance par 10 au quotidien. Donc aujourd'hui, nos collègues qui sont sur place continuent de distribuer ce que l'on a réussi à acheminer avant. Par contre, plus rien n'entre depuis le 2 mars, ce qui est regrettable, ce qui est une instrumentalisation en fait de l'aide humanitaire à des fins militaires. Alors justement, à ce sujet, Israël affirme que l'aide humanitaire arrive directement entre les mains du Hamas. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Et est-ce que vous avez des moyens de vérifier que cette aide humanitaire, elle arrive bien à destination de la population civile? Alors nous avons les moyens d'assurer que l'aide humanitaire acheminée à travers les Nations Unies, acheminée à travers les organisations humanitaires, parviennent réellement à la population en besoin. Par exemple, UNRWA et le Programme alimentaire mondial, nous avons distribué de la nourriture à plus de 2 millions de personnes. Ces personnes qui vivent dans les abris que nous connaissons depuis de nombreuses années, et nous pouvons effectivement garantir que ça ne va pas au Hamas. Par contre, il y a une partie de l'acheminement qui est commercial. Je vous coupe, mais ça veut dire que cet acheminement, il se fait de façon directe entre les agents de l'UNRWA et la population civile. Il ne passe pas aujourd'hui par des intermédiaires. Soyons très clairs, lorsqu'il s'agit de l'UNRWA, nous n'avons absolument aucun intermédiaire. Donc nous distribuons directement l'assistance à la population à Gaza. Alors la pression israélienne contre l'UNRWA, on l'a vu, elle s'est accentuée ces derniers mois. L'État israélien vient même de déposer un dossier auprès de la Cour internationale de justice, dossier dans lequel Israël détaille des liens présumés entre les employés de l'UNRWA et le Hamas. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Est-ce que vous les prenez au sérieux? Alors nous prenons toute accusation extrêmement au sérieux. On a eu les accusations au mois de janvier 2024 concernant 19 employés qui auraient participé aux horribles massacres du 7 octobre. Ces personnes ont été mises sous enquête. L'État d'Israël a collaboré, a coopéré à ces enquêtes et les conclusions ont été versées au mois de juillet. À ce moment-là, on parlait de 9 employés pour lesquels il n'y avait aucune preuve tangible pour pouvoir poursuivre les enquêtes. Par contre, 9 autres employés, la conclusion était de dire si nous pouvions
corroborer et authentifier les informations que nous avons reçues. À ce moment-là, nous devrions poursuivre les enquêtes. Entre-temps, nous avons reçu des listes avec des centaines de noms. À chaque fois, nous avons demandé aux autorités israéliennes de coopérer et de donner plus d'informations qu'une liste de noms. Et à chaque fois, c'est resté lettre morte. Philippe Lazzarini, je vais vous demander d'être peut-être un petit peu plus clair justement sur le sort de ces 9 personnes que vous évoquez, 9 membres du personnel de l'UNRWA qui ont vu leur contrat a été, l'UNRWA a mis fin à leur contrat. Ça veut dire qu'il a été prouvé qu'il y avait des liens entre ces 9 personnes et le Hamas. Quels sont précisément les éléments à charge découverts contre ce personnel, ces 9 personnes? Non, il n'a pas du tout été prouvé qu'il y avait des liens avec Hamas, mais malgré cela, nous avons pris la décision effectivement de nous séparer de ces employés. Nous avons reçu des informations de l'État d'Israël qui n'ont pas pu être authentifiées ou corroborées en raison de la situation de guerre. Les enquêteurs n'ont pas pu se rendre sur place, les enquêteurs n'ont pas pu demander des informations à d'autres témoins. Donc il n'y a eu aucune authentification, donc il n'y a eu aucune conclusion par rapport à ce lien. Donc ce sont des renvois préventifs? Ce sont effectivement des renvois préventifs, des renvois qui d'ailleurs pourraient être contestés, mais ce sont des renvois que j'assume entièrement dans l'intérêt de l'agence. Alors le dossier déposé par Israël à la Cour internationale de justice inclut également, d'après le Time of Israel, le témoignage d'une ancienne otage israélienne dans la bande de Gaza. Elle dit avoir été détenue dans des locaux, dans des installations de l'UNRWA. Est-il possible, selon vous, que le Hamas ou d'autres groupes djihadistes présents dans la bande de Gaza, dans le cadre de la guerre, aient pu, depuis le 7 octobre 2023, utiliser vos locaux ? Il faut bien comprendre que depuis le début de la guerre, les autorités israéliennes ont émis des ordres d'évacuation. Donc si je prends la ville de Gaza et le nord de la bande de Gaza, depuis le 12 octobre 2023, nous n'avons plus eu de présence d'internationaux et la plupart des nationaux ont dû en fait, comme le reste de la population, se rendre dans le sud. Donc du coup, nous n'avions plus contrôle de nos locaux. Il est vrai que pendant la guerre, nous avons eu à plusieurs reprises des allégations d'utilisation de ces locaux à des fins militaires, tant par des groupes armés palestiniens que par l'armée israélienne. Alors Philippe Lazzarini, je voudrais qu'on parle également de la situation en Cisjordanie. Cela fait plus d'un mois que l'armée israélienne a lancé son opération militaire Mur de Fer officiellement pour combattre les groupes armés. Cette opération, elle se concentre sur plusieurs camps de réfugiés dans lesquels les agents de l'UNRWA travaillent. Et Israël s'est félicité d'avoir expulsé près de 40 000 Palestiniens. Où sont ces personnes aujourd'hui ? Effectivement, ils se sont félicités et c'est le plus grand déplacement depuis la guerre de 67 en Cisjordanie. 40 000 personnes. Ces 40 000 personnes se trouvent avec des membres de famille éparpillés dans le reste de la Cisjordanie et ont l'interdiction pour l'instant de se rendre dans les camps. Vous avez aussi vu que hier, il y a eu une destruction importante de bâtiments dans les camps et en fait, tout est mis en place pour empêcher que ces personnes reviennent dans leur endroit de résidence. Vous disiez, Philippe Lazzarini, qu'il s'agit du plus grand déplacement de Palestiniens en Cisjordanie depuis la guerre de 1967. Est-ce qu'il s'agit, selon vous, cette opération israélienne Mur de Fer, d'une opération militaire comme une autre, ou est-ce qu'il y a un projet politique derrière ? Effectivement, c'est ce que beaucoup d'observateurs se posent la question quant à savoir si un projet politique. On sait qu'il y a un projet politique d'annexion, en fait, de la Cisjordanie. Il y a actuellement des textes de loi en discussion au Parlement israélien, à la Knesset, pour l'annexion d'un certain nombre de colonies. Mais il est aussi vrai que plusieurs membres du gouvernement souhaiteraient voir l'entière annexion de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Et aujourd'hui, l'UNRWA est en capacité de répondre aux besoins de ces populations qui se retrouvent de fait déplacées par cette opération Mur de Fer ? Alors, UNRWA reste la principale agence active en Cisjordanie. Nous avons toujours nos écoles, nos centres de santé. Nous avons mis en place un centre d'intervention d'urgence
pour donner de la nourriture, mais également des matelas et puis des abris à ces personnes. Aujourd'hui, notre principal obstacle est de nature financière, mais aussi de nature opérationnelle, parce qu'il faut quand même le dire, les lois qui ont été mises en place par Israël rendent nos opérations de plus en plus compliquées. Nous n'avons plus de présence de personnel international à Jérusalem et en Cisjordanie, ce qui fait que nous ne pouvons plus coordonner nécessairement au quotidien avec les Israéliens notre réponse aux populations en besoin d'aide, d'assistance. Philippe Lazzarini, je voudrais qu'on parle aussi de ce qui se joue outre-Atlantique, du côté de la nouvelle administration américaine. Donald Trump menace depuis plusieurs semaines de s'emparer de la bande de Gaza en déplaçant sa population, dit-il, en Égypte ou en Jordanie voisine. D'abord, vous, comment est-ce que vous avez accueilli cette proposition de plan ? Écoutez, si un tel plan devait se mettre en œuvre, ça serait un nettoyage ethnique, ça serait un crime de guerre, et j'espère qu'aucun État s'associera à un plan qui pousserait l'ensemble des Palestiniens de la bande de Gaza, de leur lieu d'origine. Mais vous savez aussi qu'entre-temps, et depuis ce plan, il y a aussi un plan arabe qui a été discuté en début de semaine au Caire et qui parle en fait d'une reconstruction avec la présence des Palestiniens dans la bande de Gaza sur une période étalée sur 5 ans. On a aussi appris que les États-Unis avaient engagé pour la première fois depuis 1997 des discussions directes avec le Hamas. Est-ce que vous pensez, Philippe Lazzarini, que ça peut faire avancer les choses, notamment sur le plan humanitaire ? C'est une question très difficile à répondre. Tous les jours, de nouvelles informations sortent. J'avais toujours penser que des contacts directs existaient déjà avant. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce que cela va faire avancer le dossier. Aujourd'hui, tous les efforts doivent se focaliser sur la deuxième phase de ce cessez-le-feu qui s'avère compliqué. Je pense que les jours à venir nous diront dans quelle direction nous irons. Pour résumer, c'est une bonne ou une mauvaise chose, selon vous, selon votre intime conviction, c'est ce canal de discussion entre les États-Unis et le Hamas ? Ça peut être une bonne chose, ça pourrait permettre de démêler, de permettre d'entrer dans la deuxième phase du cessez-le-feu, et si c'est le cas, c'est définitivement une bonne chose. Merci beaucoup Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct des studios de la RTS à Genève.